Dieu que l'Irlande est belle. Depuis la nuit des temps, ce jardin du monde nous fascine et nous enivre, au point qu'on en croit tout connaître. Qui sait pourtant quand cette terre bénie repose à jamais Armand Marquiset. Marchant sur ses pas ce jour-là, pourquoi avons-nous soudain la sensation que celui qui fonda les Petits Frères des Pauvres eût pu voir le jour dans la grande île, plutôt qu'à Paris, où il naquit au crépuscule de cette frivole année 1900, et où il se singularisera par un profond esprit d'indépendance propre à nos amis irlandais. Sans doute aussi parce que, bien que ses parents, Anne et Alfred, fussent plutôt bourgeois, enfants, puis comme nous l'allons voir, bien au-delà de l'adolescence, Armand sera un homme hors du commun, à la fois vigoureux, pudique et profondément généreux. Armand Marquiset était issu d'une famille très riche, qui habitait le 16e arrondissement. Il avait dans sa famille beaucoup de gens célèbres et bien. C'était un garçon extrêmement intelligent, brillant, et qui évidemment était sollicité de droite et de gauche, pas seulement en France, mais à l'étranger. Il parlait couramment l'anglais. Après avoir vécu une vie un petit peu libre, entre guillemets, j'insiste, très libre, tout en étant catholique pratiquant, il a décidé, c'était juste avant la guerre, en 1939, de se consacrer qu'aux pauvres. Armand, pour moi, c'était la fantaisie, il était original, il était gai, il était très affectueux, il avait plein d'idées, il avait toujours plein de projets. Je crois qu'il pouvait venir voir ma grand-mère à 11h du soir ou n'importe quoi. C'était la fantaisie même. C'était comme une fenêtre ouverte sur le monde. Il adorait la musique. Il prenait des leçons avec Nadia Boulanger, qui était très célèbre. Mais quand il a décidé de se consacrer aux pauvres et de donner complètement sa vie, il a été la voir et il lui a dit qu'il arrêtait sa carrière de musicien. C'est un artiste, musicien, mais plus que ça, un artiste de la vie, du décor, de l'esthétique, un homme très complet. Il avait tout pour réussir en tant que musicien, homme du monde, et tout ce qu'on peut imaginer dans ces années-là. C'est vrai qu'il y a une sorte de folie, entre guillemets, tout d'un coup en disant moi je vais m'occuper des pauvres. D'abord cette intuition qu'il a eue à Notre-Dame, et de consacrer sa vie aux pauvres. Il avait une vie quand même de don depuis toujours. Les veuves de 14 avec sa grand-mère, après ça, bon, pour que l'esprit vive, les enfants de la banlieue, non, il avait une action déjà très 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 forte, mais pas un engagement total, jusqu'à ce que, en juillet 39 à Notre-Dame, il découvre que bon, il faut se lancer, bon, tout quitter pour se lancer, c'était comme une lumière. Va, vends tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Juillet 1939, un homme prit à Notre-Dame de Paris. Oui, tout abandonné, Seigneur, pour vous servir dans vos pauvres. Brûler d'amour pour ceux qui sont seuls, qui ont faim, qui sont là, leur consacrer sa vie, toute sa vie. D'autres hommes ont sûrement cette vocation. Mais où sont-ils? Sainte Vierge Marie, aidez les petits frères des pauvres à naître, à aimer, à servir. Il a eu comme un coup de grâce à Notre-Dame. Et là, il a senti qu'il fallait qu'il donne sa vie aux pauvres. Mais il n'a rien pu faire à ce moment-là, puisque d'abord, il a été mobilisé. Puis après, pendant la guerre, il a été chargé de missions à droite, à gauche. Pendant toute la guerre, il va participer à des choses énormes. Le Secours national, les réfugiés de l'Est à Lyon. Il a eu une activité colossale, importante pendant la guerre. Et il va rencontrer des gens qui, justement, veulent construire un avenir et rencontrer Rodin, avec lequel il va faire un projet d'une œuvre catholique, etc. Puis finalement, ils vont se séparer et Rodin va faire le Secours catholique et Armand les Petits Frères des Pauvres. J'ai connu vraiment bien Armand à partir d'été de la guerre. Armand avait loué, au début de la guerre, une maison
un vieux presbytère, dans un petit hameau d'Auvergne qui s'appelait Saint-Victor. Ma mère, ma grand-mère, ma sœur et moi, on y a passé tous les étés. Donc là, on vivait avec Armand. C'était très heureux dans cette maison. Il y avait un va-et-vient perpétuel. Puis Armand, il aimait faire des fêtes. Il faisait des fêtes pour un oui ou pour un non, pour les anniversaires. Il vouait une très grande dévotion à la Vierge Marie. Si bien que les 15 août, c'était alors là absolument extraordinaire. Pendant la guerre, il s'est occupé que des gens qui étaient à fuir la capitale, fuir le nord de la France. Il s'était occupé beaucoup de Français du nord, de Hollandais, de Belges, de Luxembourgeois, qui fuyaient évidemment le nord de l'Europe pour se protéger comme ils le pouvaient vers le centre ou vers le sud de la France. Et c'est ainsi qu'il a passé sa vie de guerre à s'occuper d'alimenter les autres. Je me souviens qu'il y avait des grands repas à table, tout le monde était ensemble, mais surtout, je me souviens d'Armand, il était tout le temps en train de faire la cuisine pour tous ces gens-là. Et tout doucement, la vie recommence. On s'était promis de tout avaler, mais les rêves bleus, les projets immenses, pour quelques jours, on les laisse. Quand, après la guerre, les circonstances lui ont permis de créer l'association des petits frères, il a été conseillé de s'occuper de plus près des personnes âgées qui étaient à l'époque certainement parmi les plus démunis, les plus isolés, vivant dans des situations extrêmement difficiles. Et c'est ainsi que, s'occupant dans une petite pièce qui était une chambre de bonne, si vous voulez, à l'époque rue Guillaume-Bertrand, dans le 11e arrondissement, il a décidé de s'occuper avec 2 ou 3 garçons qu'il connaissait bien, des pauvres du 11e arrondissement. La pauvreté dont souffrent en ce moment des millions et des millions d'êtres, elle est une calamité qu'ils subissent ou contre laquelle ils se révoltent. Elle est la plaie de nos sociétés. Elle est cette protestation véhémente qui devrait nous tenir éveillés dans l'angoisse. Quels pauvres? Je réponds, ceux-là qui sont privés du nécessaire et avec qui notre plus strict devoir est de partager le pain quotidien. Cependant, il y en a d'autres, car la pauvreté n'est pas que matérielle. L'abandon, la solitude, le désert où l'on s'enfonce peu à peu tandis que passent les années, l'oubli, la souffrance du cœur qui grandit à mesure que les forces déclinent. Autant de misères humaines que la parole du Christ nous invite aussi à voir parmi nous. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, ce qui était le sort de ces personnes âgées au sortir de la guerre, ou dans la préoccupation de la reconstruction, leur sort était passé carrément au second plan. Paris, à l'époque, et le 11e, où il s'était installé, c'était quand même pas brillant du tout. Et puis, la population de l'époque, il y avait une pauvreté inimaginable aujourd'hui. C'est difficile de raconter des choses pareilles, mais des 6e étages sans eau, les toilettes à mi-étage, les petits chauffages au charbon, enfin, on imagine mal une pauvreté évidente. Il n'y avait pas de retraite de vieux travailleurs, et surtout, il y avait les bourgeois ruinés par la guerre. Les bourgeois ruinés étaient complètement perdus. On a eu beaucoup de gens comme ça, qui étaient des gens éduqués, qui étaient complètement rien à manger. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on distribuait des repas chauds à domicile. Ça paraît un peu dément, parce qu'ils étaient même pas capables de faire cuire les choses. Il a fallu monter plusieurs étages. Il faudra toujours monter des étages. C'est un des signes de la vocation, avoir le souffle bien assuré. Le panier contient le menu du jour. Vol au vent, choucroute garnie, salade d'orange. Des repas chauds sont ainsi apportés, chacun recevant cette visite 3 fois par semaine. Il ne s'agit pas d'une aide momentanée, ni de visites espacées. La fréquence et la régularité sont nécessaires quand on prend quelqu'un en charge. Les paroisses ont joué un grand rôle quand même, parce qu'il y avait des Saint-Vincent de Paul, des gens avec peu de moyens d'ailleurs, mais qui étaient assez au courant de ce qui se passait. Et ils ont été des pourvoyeurs d'adresses. Et puis alors, dès qu'on a fait un petit peu parler de nous, les gens ont dénoncé, enfin, la dame du dessus, d'aller voir Madame Machin. Alors là, on a eu pléthore de gens. Pléthore, c'était pas un problème de trouver des gens. Ah oui. Alors on faisait une enquête quand même, un peu sérieuse,
sur leurs moyens d'existence, avec qui les aidait ou les aidait pas. Vous touchez la retraite des vieux travailleurs? Oui, monsieur, mais c'est pas suffisant. D'accord. Bon, est-ce que vous vous portez bien? Je suis santé va bien. De temps en temps, je suis malade, vieux, mais tout de même, ça m'arrive bien quelquefois, maladie. Bon. Et vous n'avez aucune famille? Non, non. Vous ne savez pas, monsieur, comment c'est triste d'être seul au monde. Mais non, monsieur, je vous assure, vous n'êtes pas seul au monde. Au 9 rue Légevin, qui a été le deuxième local des Petits Frères après la rue Guillaume-Bertrand. C'était des locaux qui dépendaient de l'école Saint-Ambroise, qui existe toujours d'ailleurs, et que le curé de la paroisse Saint-Ambroise, le père Audouin à l'époque, avait mis à la disposition des Petits Frères à la demande d'Armand Marquiset. Quelques années après, les Petits Frères ont fait construire cette maison qui est au 11 rue Légevin, qui a abrité pendant des années et des années la cuisine où Armand Marquiset faisait la cuisine, des bureaux, des chambres pour loger les jeunes de l'époque, et puis tout à fait en haut, une chapelle. La rue Légevin, c'était pitoyable. C'était une loge de concierge de l'école libre. C'était très petit, très sale, il faut dire le mot. Enfin, sale. Désordonné. Je vais vous le résumer, le foutoir. Et ces papiers traînaient partout. Armand avait une chambre qui était dans un état tel que tout le monde voulait intervenir. Mais on peut faire ceci, interdiction. Mais c'était innommable. Lui était ravi. Et au début, il était tout seul à faire tous ces paquets, toute cette cuisine. Puis petit à petit, plein de jeunes gens sont venus le rejoindre. C'est un homme d'action, c'est un homme qui faisait les choses. La cuisine, c'est lui qui cuisinait, c'est lui qui nous servait à table. C'était invraisemblable. Il poussait les gens à l'obéissance, c'était incroyable, quoi. On avait envie d'obéir à cet homme-là, on avait de le suivre. Il avait une lumière. Les diverses tâches vont maintenant être distribuées. Monsieur Frolich demande qu'on lui coupe du bois. Peux-tu y aller, Jean? Mardi, il faut fêter l'anniversaire de Madame Brûle. Est-ce que tu veux t'en charger, Jacques? On a oublié de vider la poubelle de monsieur et Madame Thérèse. Veux-tu y aller, Germain? Rue Légevin, on est une méchante bande de garçons enthousiastes, mais en même temps, ils trouvent qu'on n'est pas suffisamment près d'une vocation mariale, d'un respect du Christ dans les pauvres, c'est pas suffisant, etc. Et à ce moment-là, la porte sonne, on sonne à la porte, il va ouvrir, rentre une femme, un peu mal habillée, un peu difficile à regarder presque, et il se met à genoux, embrasse le bas de la robe de la dame, se retourne vers nous en disant « c'est le Christ qui rentre ». Bon, c'est un peu théâtral, mais n'empêche que ça nous a foutu un coup sur la tête. Il s'est exprimé comme un homme de foi, mais une foi extrêmement simple. La présence du Christ dans les pauvres, c'est une réalité. Chaque pauvre ou personne pauvre, c'était Dieu, donc il les traitait comme Dieu. Il trouvait qu'il n'y avait aucune différence entre un balayeur tout banal des rues et un prince. Il a fait tous les jours que Dieu faisait un sacrifice pour lui. Il ne mangeait pas telle ou telle chose pour le laisser à d'autres. C'était fantastique de voir ça. Il aimait du très bon vin. Alors il y avait une ou deux bouteilles qu'on avait apportées pour un déjeuner où on n'était que 6 ou 7. Et il gardait la bouteille pour les donner à des vieillards qui devaient recevoir le lendemain. Le sacrifice de sa personne, il avait l'habitude, évidemment. Il a connu tous les plus beaux garçons du monde, toutes les plus belles filles du monde, jusqu'à ce qu'en 1946, c'est-à-dire au lendemain de la guerre, il crée vraiment les Petits Frères. Et là, c'était le vœu de pauvreté dans toute sa splendeur. Comment puis-je aimer les pauvres si je ne suis pas moi-même, disait-il. Tous les vendredis soirs, il y avait un dîner, rue Légevin, où il invitait un prêtre, jamais le même. C'est une collection de prêtres, de connaissances à lui ou autres. Et c'était assez intéressant parce que, donc, il y avait un bénédictin un jour qui était invité à dîner. Ça mange très bien, les bénédictins. Ça mange très bien. Et après le dîner, donc conférence, etc. Et on a eu la surprise d'entendre cet homme dire « Eh bien, écoutez, finalement, vous êtes les seuls vrais contemplatifs.
Vous allez directement au contact du Christ à travers les pauvres. Armand était fou de joie. Les permanents ont décidé le don total de leur vie, avec un programme qui est à la fois simple à l'extrême et démesuré dans sa réalisation. Aimer, servir. Tous les pauvres sont désormais leurs frères et ils voient le Christ dans chacun d'eux. L'anneau qu'ils passent à leurs doigts en prononçant leur engagement est plus modeste, mais son symbole n'est pas moins éclatant. Leur alliance avec les pauvres, consacrés à Notre-Dame, va lier les permanents pour toute leur vie. Ils seront désormais chargés de transmettre le message en le vivant. Ils seront les gardiens de la fidélité promise aux pauvres. Il a évidemment demandé à ce qu'on porte l'anneau. Alors il a donné l'anneau même à des bénévoles qui n'étaient pas mariés complètement à l'ordre, mais qui étaient quelques-uns, on n'était pas nombreux, il faut quand même le dire. Il a consacré son temps entièrement bien au service des pauvres, mais surtout au service de l'Église, c'est-à-dire de la chrétienté. Si bien que je vais aller très loin dans mon raisonnement. Quand nous avons commencé, à partir de 1946, 47, 48, 49, nous étions bien sûr obligatoirement, l'adverbe est très important, catholiques pratiquants. Quand il a fondé les Petits Frères des Pauvres, il n'a pas pensé à une organisation, il n'avait pas de statut en tête, rien, c'était le départ. Bon. En me rencontrant, ça l'a rassuré, en disant, il y a donc d'autres gens qui sont capables aussi de vouloir confier leur vie, de se lancer, etc. Et dans sa vision, c'était ça, les Petits Frères, c'était un groupe d'hommes s'engageant, unis dans un même esprit, mais pas structurellement. Et moi, je me souviens très bien quand il m'avait expliqué que nous sommes une communauté d'amour. On n'est pas ensemble, on ne partage rien, c'est une communauté. Alors, le mot amour, on peut le remplacer par tout ce que vous voulez, de foi. Pour lui, c'était ça. Mais c'est pas du tout ça que les garçons qui sont venus attendaient. Le titre, encore une fois, le titre laissait supposer qu'il y aurait une structure qui allait se mettre en place. Et donc les petits frères conditionnaient leur présence petit à petit à un ressourcement spirituel, les parents de ces garçons qui commençaient à poser des questions, mais leurs études sont interrompues, que vont-ils devenir, etc. Et c'est là où il y a eu cette tentation de l'Église. Donc je suis allé avec lui à Rome. On était chez le Saint-Père, c'est Sainte Épidouze, qui a beaucoup facilité les choses chez les petits frères. Donc on a été à Rome, auprès de Valerio Valeri, qui pendant la guerre avait été nonce apostolique, et avait travaillé avec Armand pour des transports de produits, de nourriture, etc., etc. Mais on a fouillé dans les statuts, les différents trucs. Valerio Valeri était quand même un peu épaté, parce qu'en général, c'est l'inverse qui se passe. Ce sont des gens qui vivent quelque chose, qui font des statuts, qui les présentent à Rome, qui en discutent, qui acceptent ou pas, etc., etc. Alors là, c'est le contraire. C'est des gens de bonne volonté qui viennent fouiller, voir qu'est-ce qui peut nous convenir là-dedans. Le seul truc intéressant qu'on a trouvé, c'était l'Institut séculier. Ah bah là, voilà, parce que pour Armand, sa phrase, c'était « J'ai créé les Petits Frères des Pauvres pour que des hommes jeunes consacrent leur vie dans le laïcat ». Et donc le laïcat, ça nous a ouvert les yeux, on a dit « Voilà l'avenir, c'est ça ». Et on est sorti de Rome, convaincus qu'on pouvait faire un institut séculier. Ce qui est rapidement, ça s'est montré pas possible, puisque les gens sont dans le siècle, alors que nous, on quittait tout, etc. C'était pas possible. Monseigneur Felletin, qui était le cardinal archevêque de Paris, mais qui avait une grande estime pour Armand, avait dit « Non, Armand, ne poussez pas des garçons comme ça à faire des vieux pieux et à se consacrer complètement comme un moine à la vie monastique que vous n'avez pas. » C'est la lettre du cardinal Felletin où il est dit « Non mais restez comme vous êtes, dans la cité, et vous serez très bien. » Voilà. Et il avait vu juste, ce cardinal. Parce que, et c'est ce que font toujours les Petits Frères des Pauvres. Parce que si les Petits Frères des Pauvres avaient été un ordre religieux, bon, d'abord, ils auraient mis de côté tous ceux qui ne partageaient pas la foi catholique, en n'étant pas cet organisme d'église qu'aurait voulu Armand Marquiset aujourd'hui. Les Petits Frères des Pauvres sont totalement libres. Je dis Armand entre nous. On a des juifs qui sont aussi bons que nous, peut-être mieux. Des protestants qui sont peut-être encore mieux que nous. On peut tout prendre.
du moment qu'ils rendent service selon nos règles intérieures, eh bien, aux pauvres dont on s'occupe. Alors ça l'a beaucoup frappé, il a dit, oui, mais alors on pourra vivre comme ça les uns avec les autres. Et j'ai dit, mais on vit déjà comme ça. Tu as vécu toute ta jeunesse au milieu de gens qui étaient de toute confession. Et tu t'entendais très bien avec. L'association s'est volontairement, après quelques difficultés, a pris une position et une orientation aconfessionnelle et apolitique, mais tout en restant et en souhaitant rester fidèle à l'inspiration fondamentale d'Armand et aussi à l'inspiration chrétienne, mais l'association est devenue ouverte à tous les gens qui acceptaient les valeurs des petits frères. Pour Noël, un effort de grande envergure est tenté. On alerte tout le monde. À l'époque, la publicité des œuvres caritatives n'existe pas. Les premières publicités, Armand en est certainement presque le créateur. Dans son premier tract, où il demande 20 francs de l'époque, hein, qui est le prix d'un ticket de métro. Donc, on s'adresse déjà à la foule avec une demande restreinte pour être sûr d'être accueilli. On ne cherche pas des gens riches, on cherche à ce que tout le monde participe. Dans les premiers tracts, il n'est même pas question de nous, il est question que de vieillards. Et on distribue ça à la sortie des théâtres, à la sortie des cinémas, enfin bon, on fait un pataquès pour parler des vieux. Ce tract, les 20 francs de Noël, donne l'idée qu'on peut peut-être un beau jour, au lieu de les distribuer et de les envoyer par la poste. Et donc les premiers mailings, comme on dit aujourd'hui, vont dans les années 51, 52, ce qui est quand même très tôt. Alors maintenant, c'est une industrie, mais à l'époque, c'était quand même assez culotté. Quand on était un groupe d'hommes, c'était que des hommes. Et les femmes, quand même, vous voyez qu'il se passait des choses extraordinaires, elles avaient envie de participer, etc. Et Armand avait un chic pour mettre en marche des choses. Et il a envoyé ces dames faire les colis qui étaient dans les restaurants. Par exemple, il y avait Germaine Lubin, la chanteuse wagnérienne qui n'a pas compris que les Allemands étaient occupants. Ça lui a un peu échappé. À la sortie de la guerre, il y a des règlements de compte, etc. Et donc cette femme, un jour, sort de prison. Elle s'adresse à l'Union catholique du théâtre, c'était le père Carré qui s'en occupait. Le père Carré nous adresse cette dame en disant « il faut vous en occuper ». Elle sort de prison, elle a rien. Et donc il a fallu s'en occuper sérieusement. Mais difficile d'une femme de cette envergure de lui refuser. Elle veut nous aider, c'est normal. Quoi lui faire faire? Alors les fameuses quêtes, alors ça je dois dire. Alors c'est moi qui étais chargé de m'occuper d'elle. Alors donc on a été chez Maxime et là il y a eu un gag énorme parce que elle rentre chez Maxime. Petit froid, et il y a au bout, il y a Albert, le grand metteur en scène de Maxime, et ils se connaissent naturellement de la belle époque, et pendant la guerre, bien sûr. Et alors, elle fonce sur Albert, « Oh, Albert, on s'est pas vu depuis Fresnes !» Armand, il était mondain quand même. Il était obligé, parce qu'il fallait qu'il récolte de l'argent. Alors il passait son temps à inventer des fêtes, des tombolas, des goûters, des dîners chez des tas de gens qu'il connaissait. Il connaissait beaucoup de gens de l'aristocratie, de tout ce milieu-là. Il appartenait au Grand Gotha. Il était issu d'une famille noble royaliste du côté de sa grand-mère et du côté de son grand-père, il était issu d'une famille bonapartiste. Donc il avait les deux, si vous voulez, les deux étiquettes. Si bien que ça lui a permis d'avoir à rappeler un nombre considérable de gens qu'il avait fréquentés du temps de sa famille dans des salons. J'ai rencontré la semaine dernière Alexandre Jardin. Je déjeunais avec lui. Il me dit « Ah, mais vous êtes délégué général des Petits Frères des Pauvres, c'est Armand Marquiset. » Alors, c'est pas si souvent que les gens connaissent Armand Marquiset. Il me dit « Ah, mais Armand Marquiset, je le connais, il a ruiné mon grand-père. » Alors, je suis vraiment désolé. Il me dit « Non, soyez pas désolé, mais il avait vraiment l'art de soulager les riches de leur richesse. Pour, évidemment,
l'action qu'il menait. Et donc Armand Marquiset a vraiment, construit l'action des petits frères des pauvres à partir, j'allais dire, des grandes familles et des grands donateurs. Il courait après l'argent. Moi, à ce moment-là, il n'y avait pas de subside autre que ce que donnaient les gens, comme ça. Et il y avait eu une vente de charité extraordinaire au Royal Monceau. Il faisait des tombolas. Et il y a des gens, mais même ma grand-mère lui donnait de très belles choses, qui vendaient, mais quelquefois des choses pas belles, mais il arrivait à en tirer un prix fou. Les fêtes d'Armand, c'était vraiment des belles fêtes. Il régnait une atmosphère gaie. Tout le monde acceptait son appel et lui donnait des tas de choses. Noël 1956. Les petits frères, qui ont déjà porté à domicile 10 000 colis, organisent ce soir 40 réveillons. Autour de tables comme celle-ci, illuminées, parées de toutes les fleurs du bon Dieu, près de 9 000 de leurs vieux amis vont s'asseoir dans un instant. Armand Marquiset a demandé de donner un coup de main à des banquets de Noël, qui était quand même une des premières actions qui ont fait connaître les petits frères, un peu plus. Bon. Et ça, je l'ai fait aussi pendant 2-3 ans, même peut-être après être marié, ou alors là, ayant un véhicule, je pouvais aussi aller chercher des vieux amis chez eux, de les accompagner au banquet où ils étaient invités, et puis ensuite de les ramener chez eux. C'est les souvenirs, les rapports qu'il avait avec les personnes qui étaient là au banquet. À la fois une intimité assez extraordinaire et la façon dont ces personnes s'adressaient à lui. Hein. D'abord, il l'appelait par son prénom, il le tutoyait, et je me souviens d'une vieille demoiselle irlandaise qui a dû passer toute sa vie comme Nané, dans une famille assez fortunée. Elle était là à ce banquet, et vraiment, ses yeux, elle en avait que pour Armand. Et c'était assez étonnant, parce que il parlait à chaque personne comme si elles étaient seules. C'était une règle de répondre toujours oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit oui, on trouve les solutions. Si on commence à dire non, c'est pas possible, alors ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Donc pour lui, c'était impossible de répondre non. Il fallait trouver une solution, essayer en tous les cas. Un côté positif déclenche les choses. On répond jamais non, donc on va au bout de ses moyens. Et donc, dès qu'il avait la moindre chose, ça disparaissait tout de suite. Il n'y avait aucune réserve, rien. C'était étonnant. La Providence, il y croyait vraiment. Et la Providence était là, hein, quand même. Il y avait des moments un peu difficiles, mais ça s'arrangeait. Que les gens qui mettaient l'argent de côté, c'était nous. Mais pas lui. Pas lui. Il avait l'argent plein les poches. Et chaque fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose, enfin, moi, combien de fois j'ai traîné dans les rues avec lui, dans le 18e ou 19e, quand on préparait les réveillons, et il vous sortait des billets de banque comme ça, parce qu'il voyait un pauvre clochard qui était là. Alors que le clochard lui, il y a une fois, un clochard lui dit « Mais monsieur, qui êtes-vous pour me donner de l'argent comme ça ?» Eh bien, je suis personne, sauf que je suis votre frère. Lorsque vient le temps de Noël, toutes les bonnes volontés se rassemblent autour des petits frères. Chaque année, la masse des colis s'accroît. La pauvreté est un abîme qu'on ne finira jamais de combler. Chaque geste généreux est une arme contre la pauvreté. On avait des gâteaux que je portais à Noël chez des vieillards qui m'avaient recommandé, parce que ce sont des gens qui ne demandaient jamais rien. Il a dit, ils ne demanderont rien, ils ne viendront pas dîner chez nous, mais tu apporteras ce que tu voudras. Alors j'avais été à la pâtisserie, chez laquelle nous allions régulièrement, et j'avais tout un plateau de gâteaux. Alors c'était 5 personnes, ils étaient 5 dans un même appartement, femmes et hommes, qui étaient des gens de la très haute aristocratie. Et quand il m'a vu partir avec ce plateau, il m'a dit c'est tout ce que tu prends? J'ai dit oui, j'ai quand même pensé à des bouteilles de vin fin, que je lui dis. Et je te parle pas des bouteilles de vin fin. T'as pas pensé à offrir un petit cadeau à chacune de ces dames? Ils étaient 3. Et il m'a envoyé chez Mélerio,
qui était un petit frère comme moi, qui est venu petit frère longtemps après, Bellerio, qui est la grande bijouterie, qui jouxte Cartier, comme on dit, Cartier, juste à côté. Et on a acheté 3 bijoux, des petites bagues de diamants. Ça, c'est le superflu. Mais dans la démarche à laquelle je me livrais, eh ben, c'était le plus important. Donner des fleurs avant le pain. C'est l'amour, quoi. C'est se dire que l'action sociale se développe à l'époque et ça donne, bon, les restaurants populaires, l'aide aux pauvres, bien sûr. Mais c'est de la distribution, c'est de la solidarité. Lui essaye de faire une différence énorme entre la solidarité et la reconnaissance de l'autre. Finalement, l'amour. Pour lui, c'est une constante. Alors, le mot amour, il l'emploie pas tout de suite comme ça. Ça va venir de plus en plus, d'ailleurs. Mais en fait, sa démarche, c'est ça. Alors, quand on aime les gens, ben, on offre des fleurs. La seule façon de le prouver, c'est de dire, bon, des fleurs avant le pain. Le pain, c'est naturel qu'on partage le pain. Mais les fleurs, le superflu, tout est là. Ces vieilles personnes qui n'avaient pas vu un brin d'herbe à la campagne depuis bien avant la guerre, parce qu'ils n'avaient déjà pas beaucoup d'argent, il a décidé de prendre, avec le consentement de sa grand-mère, Madame Marquisette de Laumont, qui était une femme admirable, le château de Montguichet pour faire les premières vacances. Ça a commencé à ce moment-là, en 1950. Le château de Montguichet, c'était la demeure familiale de Armand Marquiset, qui est né ici en 1900. La construction du château d'aujourd'hui s'est faite au XVIIIe siècle. Et le baron de Laumont, qui est le grand-père maternel de Armand Marquiset, a acquis cette propriété en 1893. Jusqu'à ce que Armand Marquiset lègue sa propriété, elle a été une résidence de campagne. Voici Montguichet. C'est comme le berceau des petits frères. Berceau d'amour, de soleil et de joie. Et ces chambres étaient merveilleusement décorées, avec un style pour chaque chambre, des rideaux magnifiques, où il a fait venir des tas de gens âgés qui adoraient passer leurs vacances à Montguichet. Des pauvres gens qui avaient vécu longtemps dans des chambres de service sans rien, ils se retrouvaient à Montguichet dans des magnifiques chambres avec un parc et puis des repas magnifiques servis par les petits frères. Les petits frères sont des serviteurs attentifs, mais les petits frères sont aussi des amis sûrs, qui savent donner à chaque journée une ambiance de gaieté et de fête. La deuxième maison, c'est à Chy. Pourquoi? Parce qu'on cherche désespérément des locaux pour les vacances des vieux amis qui commencent à se développer. Et l'idée vient de fréquenter les agences pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne par là. Et il y a l'agence Féo, à l'époque, grande agence, qui liquidait le château d'Achy. Et donc ça faisait un grand local, somptueux, libre et pas cher. Donc, on s'est lancé là-dessus. On n'était pas riches du tout. Et Armand, une fois de plus, la foi l'emporte. Bon, on n'a pas les sous, mais c'est exactement ce qu'on cherche, etc. Il n'y avait pas d'eau, pas de toilette, enfin bref. Ça fait rien. Donc, il achète, on donne un petit quelque chose, et on verra. Le trésorier des petits frères à l'époque prend peur, démissionne, ne veut pas participer à ce désastre, etc. Enfin bref. Eh bien, la providence aidant, l'argent est arrivé, on a tout payé, et le trésorier a repris son poste, avec honte. Un manque de foi évident. Au château d'Achy, il y avait 40 chambres, donc 40 vieillards pouvaient y séjourner pour 1 mois chacun. Et alors, ce qui était absolument remarquable, c'est que tout Paris, j'entends bien tout Paris, nous a donné des tombereaux de meubles, et de meubles souvent d'époque, pour habiller ces 40 chambres. Quand je vois tout un groupe qui rigole, qui rit, qui mange ensemble, qui se raconte des blagues, les personnes âgées qui rentrent dans l'humour et alors qu'ils n'y étaient pas, là je me dis waouh, ouais, là vous avez fait quelque chose de bien, monsieur Marquiset. Armand était un peu gêné le fait qu'on avait un château et nous recevions des pauvres. Ça le mettait pas bien à l'aise. Donc, il avait imaginé que ce soit le prince et la princesse d'Achy, un ménage de personnes âgées,
identifié à Achy, qui accueille les autres. Vieux ménage, 60 ans, il s'appelle Monsieur et Madame Jay, une ouvrière, un ouvrier, très sympa, mais modeste, etc. Ils deviennent les princes et princesses d'Achy. Il a dit, voilà, moi je me suis fait un beau rêve en ayant le château d'Achy. Vous, madame, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Quel est votre rêve le plus beau? Et elle lui dit, moi, mon rêve... Elle dit, non, quelque chose d'utopique que vous pourriez pas avoir. Elle dit, une belle bague en diamant. Et Monsieur Marquiset a acheté une belle bague en diamant. Et alors, cette bague de diamant a fait hurler les gens. Parce que quand la princesse, qui était une femme absolument charmante, elle est morte malheureusement quelques mois après, l'offrande de cette bague de diamant, Armand dit, qu'est-ce qu'on fait de la bague? Le prince est venu voir Armand en disant, Monsieur Marquiset, ça serait trop de vous demander, tellement elle était folle de cette bague, quand vous lui avez offerte, de la lui laisser jusque dans la tombe. Armand a dit, tout de suite oui. Ça nous a valu des tas de lettres nous reprochant ce gâchis. On aurait pu acheter tellement de pommes de terre, etc. etc. L'habit de l'après, on l'a eu à cause de ça. Je me déplace avec Armand Marquiset et Gabriel Bertrand. Quand le général de Bellefonds nous a reçus dans son salon, Armand lui dit, mais enfin, mon général, pourquoi nous offrir une telle merveille? C'était une merveille. 5 hectares, des pierres encore très solides et bien agencées. C'était vraiment le beau cloître qu'on a rangé après depuis. Et le général lui a dit, mais que voulez-vous me dire? Mais je vous demande, général, pourquoi vous nous appelez, nous, pour avoir une telle merveille, alors que nous ne nous connaissons pas? Et il a répondu devant moi et devant Gabriel, si, je vous connais très bien, à cause de la bague de diamant. Et c'est pour ça que je vous offre l'après. Vous savez, derrière ça, avec une certaine émotion, on peut mettre tout un stock de points de suspension. L'amour, c'est ça, Armand. Le château de l'Après, c'est un monastère où là, c'était, si vous voulez, le côté spirituel, où les petits frères qui étaient catholiques pouvaient se retrouver pour des retraites, et en particulier à la Pentecôte, avec le très célèbre révérend Père Carré, dominicain prêcheur à Notre-Dame. Après, il y a eu différents, soit legs ou donations, pour offrir à des personnes qui n'avaient jamais eu la possibilité d'aller en vacances, d'abord des vacances, et de les traiter comme si elles avaient les moyens de vivre dans ces châteaux. Ce que j'aime dans les petits frères, c'est de dire, on a les châteaux du bonheur, c'est-à-dire, voilà, dans votre vie, au moins une fois, vous serez rentré dans un beau château. Vous aurez pu faire, oh là là, je vis ça, mais c'est incroyable pour eux, quoi. Et ça, c'est magnifique. Nous vous remercions d'être venus si nombreux, car c'est une joie de retrouver réunis la triple famille des petits frères. Vous, d'abord, qui en êtes l'élément le plus important, cher vieillard, notre image de Dieu, nous voulons ce soir dire notre infinie reconnaissance à vous tous, nos chers, grands et vieux amis. Car c'est vous qui, dans la famille des petits frères, êtes la base de tout. C'est vous qui donnez tout. En nous permettant de vous servir, en vous aimant, vous nous faites à tous le plus grand, le plus royal cadeau. Car quand viendra ce jour mystérieux et merveilleux pour lequel nous sommes nés, de contempler le Seigneur face à face, nous ne serons alors, et ceci grâce à vous, que riches de notre seul amour. Et nous accueillons des groupes tous les jours. En moyenne, sur l'année, 33 personnes par jour. C'est Armand Marquiset qui a trouvé ce lieu. Les petits frères, c'est recréer du lien. Et Armand Marquiset a trouvé tristouné que ce qu'on appelait les vieux amis d'antan vivaient un moment très agréable dans les séjours des petits frères, les châteaux du bonheur.
Et après, plus rien, jusque peut-être l'année prochaine. Donc, il s'est dit, ce lieu-là, c'est extraordinaire. Ils vont pouvoir se retrouver dans un restaurant, un beau quartier au cœur de Paris. Et ils arrivent là et ils rencontrent les amis qu'ils ont rencontrés lors de leur séjour. À Chanoinesse, on rit, on danse, on retrouve notre jeunesse. Voilà. Et ça... Et encore une dame me disait aujourd'hui, celle qui a dansé et qui a 93 ans. 93 ans, elle m'a dit. Et elle me dit, mais moi, j'ai mal partout. Quand je danse, j'ai plus mal. Voilà, ben c'est ça, Chanoinesse, c'est que chacun repart avec un petit bout d'un instant de plaisir ou d'instant de petit bonheur. Le style marquisais, plus les personnes sont pauvres, plus il faut que ça soit chic dans leur réception. Mais ce qui s'appelle chic. Je vais vous citer un exemple. Le premier dîner important qu'on fait à Paris, il y avait peut-être 40 ou 50 personnes. C'est que des gens pauvres. Et c'était des gens très pauvres. Et alors, on avait installé les tables. Et moi, j'excellais dans la mise sur table des couverts. Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces couverts que tu mets? J'ai dit, les couverts que nous avons dans nos tiroirs, c'est bien normal. Ils sont très pauvres, ils sont très beaux. Alors, il m'a dit, ben, c'est très simple. Tu ranges tout ça, tu remets tout ça dans les tiroirs, et tu vas chez Christophe. Et je me suis payé toute une ménagère pour ces 40 ou 45 personnes, avec du beau Christophe, et des verres de baccarat. Voilà comment savoir recevoir les gens. Une attention, un accompagnement, une façon d'être, apporter quand même du beau aux personnes. Il a senti un moment, peut-être, où il fallait qu'il se retire, et ça lui a permis de faire autre chose. Il a eu quelques difficultés avec certains des petits frères. Ils étaient peut-être pas toujours d'accord sur la façon dont il voulait mener les choses. Je sais qu'il a dit à un moment qu'il n'avait jamais regretté les petits frères et qu'il recommencerait tout. Mais ce qui lui avait donné le plus de mal, c'était les garçons eux-mêmes. Quand il est parti, il avait compris que tout le monde ne finirait pas toujours par le suivre dans tous les détails qu'il imposait. Alors je ne dirais pas que c'est un échec, mais c'est quand même une vue sur lui-même qui est très claire, très limpide. J'emmerde les autres, si vous me permettez l'expression. Donc il faut que je me calme. En 63, il m'emmène en Irlande. Et bon, moi, je suis ravi de partir avec lui. Bon, je m'attends pas du tout à ce qui va se passer. Et c'est là, en Irlande, où il m'explique, aujourd'hui, bon, moi, je m'en vais, je peux plus supporter ça. J'ai besoin de retrouver ma liberté, de gronder, de fonder en Inde, dans le monde, etc. Faut dire qu'entre-temps, il y avait le tiers-monde qui est apparu. Personne ne parlait du tiers-monde avant la décolonisation. En 62, décolonisation, et le tiers-monde arrive. Et on découvre des choses formidables. Et Armand, immédiatement... Entre la fin des petits frères et la vieillesse d'Armand, c'est qu'il a fondé 2 autres œuvres très importantes. Il a fondé Frères des Hommes, il est allé en Inde, il a connu la mère Teresa, il est parti là-bas pour faire des puits dans les villages avec certains des petits frères. Et puis après, il a fait les Frères du ciel et de la terre. Dans la famille, ils ne comprenaient pas toujours très bien pourquoi il avait laissé les petits frères pour aller en Inde, où il y avait une gigantesque pauvreté. Et les gens disaient, mais c'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. Il disait toujours que la mer était faite de gouttes d'eau, je me souviens. Et son idée, là, des fleurs avant le pain, il l'a toujours fait. Même en Inde. Il avait été voir des mouroirs avec la sœur Teresa, et il avait apporté des tas de fleurs. 1972, je me présente à l'association Frères des Hommes pour être bénévole. Et de temps à autre, venait déjeuner Armand Marquiset. Alors quand Armand Marquiset venait déjeuner rue de Savoie, c'était... Je me rappelle pas l'avoir vu ou entendu dire beaucoup de choses, mais le fondateur était là. En le côtoyant, j'avais le sentiment que tout était possible, qu'il s'arrangeait pour qu'on ne lui refuse rien. Certains disent que c'était quand même un homme quelquefois difficile quand même. On ne s'opposait pas à lui si facilement. Difficile à vivre, oui, mais il entraînait. Et moi, je l'ai vu entraîner des jeunes quelques années après 68
avec cette allure de grand monsieur, d'un monde de la grande bourgeoisie. Quand il venait à Frein des Hommes, ces dernières années, où déjà il était un monsieur, un vieillard, on sentait la fatigue chez lui. Pour autant, dans son regard, on sentait un bonheur de voir des hommes, des femmes, 20 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans, qui s'engageaient. À 65 ans, quitter son enfant chéri, les petits frères, repartir à zéro, avec des problèmes de santé qui vont s'accélérer, et en même temps cette espèce de pureté qui va venir jusqu'à découvrir que finalement la vraie pauvreté, la seule pauvreté fondamentale des gens, c'est un manque d'amour. Et il va le traduire dans sa dernière mouvement, disons. Et il a souffert de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Dans ce sens-là, il devient spirituel. Enfin, je veux dire, c'est là où on s'aperçoit que quand même, derrière cette affirmation du Christ dans les pauvres, il y avait quand même une dimension qu'on n'a pas toujours su. Complètement bilingue, il était très sensible à la culture anglo-saxonne. Il aimait l'Irlande, il aimait la poésie de l'Irlande, les images de l'Irlande. Il a beaucoup aimé ce pays, on l'a franchement aimé. Hein. C'est un pays qui a beaucoup de force, hein, quand même. C'est une nature qui parle. Hein. Quand on voit l'Irlande, les vagues, l'étendue, le verre. Il a acheté une maison. Il y avait une vieille amie à lui qui s'était installée avec lui. Et puis, il avait une gouvernante très bien. Mais un beau jour, il est venu expliquer qu'il allait finalement vivre complètement là-bas. Ça, moi, j'étais un peu désolée qu'il fasse ça. Parce que ma grand-mère était morte, mais ma mère aimait beaucoup Armand. Et comme elle-même avait une vie difficile, Armand, pour elle, c'était aussi l'ouverture sur le monde, sur des tas de gens. Et j'ai pas très bien compris, là, quand même, pourquoi il se retirait en Irlande. Et il savait bien qu'on pourrait pas y aller beaucoup et qu'on le verrait plus. Et ma mère a dû être très triste à l'époque. Et puis, en plus, il était malade à la fin de sa vie. Et je trouvais qu'on aurait dû le soigner à Paris. Il avait une sorte de dépression. Enfin, on n'en allait plus. Il était très cardiaque. Eh bien, il a dit, c'est là que je pourrais me reposer et que je finirais à connaître encore mieux les anglo-saxons. Et je lui ajoutais que tu es, car il n'était pas du tout anglo-saxon. Il est exactement la même gueule qu'un anglo-saxon. Donc il ne pouvait qu'être heureux au milieu des anglo-saxons. Il m'avait dit souvent, je préfère être là-bas, loin de tout, pour qu'on ne me pose pas de questions. Tant que le créateur est sur Terre, on va lui courir après pour lui demander les solutions. Alors ça, il voulait pas. Vous savez, des fois, quand l'artisan a bien travaillé, il se retire. Il y en a d'autres, des hommes de foi, qui se retirent. On peut penser aux bénédictins, aux cisterciens. Il a fait l'actualité, il a fait le tumulte. Puis peut-être qu'à un moment donné, c'est bon de se retirer de ce tumulte. C'est vrai qu'il a trouvé quand même un endroit particulièrement reculé, difficilement accessible. Peut-être qu'il avait envie d'être un peu tranquille. Il y a un caveau de famille au Père-Lachaise, de la famille Marquiset. Et il a quand même voulu être enterré là-bas, tout seul, au fin fond de Crutch Island, au bord du sable. Cette pauvre tombe qui dégringole dans tous les sens, c'est même plus une tombe, c'est une pierre. Une de ses nièces s'est déplacée en Irlande pour voir la tombe de son oncle, et elle était tellement ahurie de voir ça qu'elle a demandé à ce que les petits frères refassent la tombe, mettent des fleurs, etc., etc. Il a emmené des foules entières de gens dans le rêve d'un monde beaucoup plus fraternel. Oui, il y a des tas de gens qui continuent encore aujourd'hui à penser que ce message d'Armand Marquiset est totalement d'actualité et qui chemine avec lui sur ce chemin de rêve d'une société plus fraternelle. J'ai sûrement pas su l'aimer complètement. C'était vraiment quelqu'un de tellement extraordinaire qu'on avait une espèce de réserve
C'était très difficile d'avoir... Et Dieu sait si j'ai travaillé avec lui, chamaillé avec lui toute ma vie. Et oui, c'est le seul reproche que je pourrais faire de ne pas avoir su l'aimer complètement. Oui. En tous les cas, il a fait ma vie et je le bénis tous les jours. J'ai jamais rencontré d'autres gens comme Armand, si tellement généreux surtout. Il a donné à tellement de gens, il a apporté tellement de bonheur à tous ces gens âgés qui étaient seuls, abandonnés. Je crois qu'il a été au bout de son rêve. Je crois vraiment. À travers toutes les faiblesses et toutes les vicissitudes d'une vie, on peut avoir pendant 50 ans la tête tournée vers la même étoile, disait Armand. Et si c'était lui l'étoile qui, dès le coucher du soleil, brille de 1000 feux dans le ciel obscurci du comté de Donegal. Tout porte à croire alors qu'elle y brillera toujours, car Armand parle d'amour, et c'est en cela qu'il est éternel.